travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Fabrice Ndimulukunde de l'autre côté de la cabine technique. On s'excuse pour ce retard. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 2 juin 2020 dont voici les principaux titres. À part le déni des dirigeants burundais, le pays est techniquement et matériellement incapable de dépister et lutter contre le coronavirus, une pandémie qui fait des victimes en silence, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Et des ordres dans la commercialisation des boissons Heineken, les privés qui font son commerce fixent les prix comme ils le veulent. Les consommateurs de la boisson craignent même de consommer des boissons piratées. Et enfin, Human Rights Watch plaide pour la poursuite en justice des auteurs des crimes commis le jour du triple scrutin. Tout à l'heure, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page santé. Le gouvernement du Burundi n'a pas de personnel suffisant capable de faire le test de dépistage du coronavirus puisque le ministre de la Santé et de lutte contre le sida a arrêté la formation de l'équipe médicale et dans l'entretemps, plusieurs personnes réclament d'être dépistées sans suite favorable. Le pensez avec Emmanuel Niungeko. Le manque de moyens et d'un personnel qualifié dans le dépistage, prévention et lutte contre le coronavirus serait à l'origine de l'incapacité du pouvoir de Gitega de satisfaire les personnes qui demandent d'être testées le Covid-19, que ce soit à mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. À titre illustratif, à mairie de Bujumbura, certains habitants qui fréquentent les hôpitaux Kira et Boumerek ne sont pas accueillis alors qu'ils ont des symptômes qui ressemblent à ceux des personnes atteintes par le coronavirus. La situation est pareille à l'hôpital Roi Khaled et à la maison médicale située sur la 5e avenue en zone Bguise. Selon les sources de la RPA, à ces deux derniers établissements sanitaires, il y a des gens qui sont alité et qui bénéficient même des médicaments sans avoir subi le test du coronavirus. Et les informations en provenance de l'hôpital militaire, toujours à mairie de Bujumbura, révèlent que 4 personnes ayant des symptômes du coronavirus sont mortes ce mardi au bloc 12, bloc qui est destiné à recevoir les patients qui souffrent de cette pandémie. Parmi ces victimes de ce mardi, une femme qui était enceinte a été césarisée juste à sa mort pour sauver le bébé, précise encore nos sources. Non seulement le personnel formé pour tester ce virus est insuffisant, mais également il a été réduit davantage. Les informations en possession de la RPA indiquent que parmi les 11 personnes formant l'équipe de l'INSP, 5 ont été testées positives et les 6 qui restent ne peuvent pas satisfaire aux sollicitations de tout le pays. Un manque de personnel dû au fait que le ministre de la Santé et de lutte contre le sida a pris une mesure d'arrêter une formation de prévenir, dépister et lutter contre le coronavirus, une formation qui était dispensée par un des médecins de l'Organisation mondiale de la santé qui opérait au Burundi. Un médecin qui a été par après sommé de quitter le Burundi avant le 15 mai avec 3 autres de ses collègues de l'OMS. Des spécialistes du secteur de la santé indiquent qu'à cette insuffisance du personnel qualifié dans le dépistage, prévention et la lutte contre le coronavirus, le pays souffre également d'un manque criant de réactifs. Nous avons tenté de joindre à maintes reprises le ministre de la Santé, Dr Tadendi Kumana, ainsi que le porte-parole de ce même ministère, le Dr Jean Bosco Girukwishaka. Leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci Emmanuel Niungeko. Et la Covid-19 fait des victimes partout au monde. Parmi ces victimes, Amos Ndimugwango, qui était premier conseiller d'ambassade du Burundi en Tanzanie. Il a été finalement enterré ce mardi au cimetière d'Onjiro à Arusha où il était basé. Également président du bureau de liaison du Burundi avec l'EAC à Arusha. C'est cette communauté est-africaine qui s'est chargée de l'organisation des cérémonies d'adieu de ce diplomate burundais, nous ont confié nos sources au sein de la diplomatie burundaise. Pour rappel, Amos Ndimugwango est décédé le 13 mai à Arusha, emporté par la Covid-19. Le gouvernement burundais a refusé le rapatriement de son corps pour éviter toute probable contamination des habitants du Burundi par sa famille. Gitega avait chargé son ambassadeur à Dar es Salaam, Gervais Abayeho, d'organiser les funérailles de son conseiller. Toutefois, nos sources à Arusha signalent que l'ambassadeur a
Habayeho ne s'est pas rendu à l'enterrement. Était présent Libera Mfumukeko, le secrétaire général de l'EAC. Et sécurité sans transition, un homme d'une trentaine d'années a été tué hier sur la colline Gisovu, commune Kanyosha de la province Bujumbura. Les habitants de la commune Kanyosha indiquent que la victime faisait partie d'un groupe de voleurs qui s'apprêtait à cambrioler les ménages de cette localité. Les détails, c'est avec Emmanuel Ndaishimiye. La personne assassinée si la colline Gisovu, zone Kienzi, commune Kanyosha, province Bujumbura, était connue sous le nom de Irakoze. Son âge était compris entre 30 et 35 ans. Nos sources à Kanyosha indiquent que la victime faisait partie du groupe de bandits qui tentaient de commettre un vol dans le site des déplacés de la communauté Toa. Ces bandits étaient armés de machettes selon les témoins. La victime a été tuée à coups de gourdin par la population de la localité. Irakoze était natif de la colline Ngenga Busoro, zone Kanyosha, en mairie de Bujumbura. Sa famille est allée récupérer son corps avant de l'enterrer si la même colline de Gisovu. Contacté par téléphone, Emmanuel Nyongabo, chef de zone Kienzi, n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons le magazine Humura Burundi avec la page politique. Dans 48 heures, les résultats définitifs des élections du 20 mai seront proclamés selon le calendrier de la CENI. Cette attente se fait dans la confusion totale suite à la polémique des résultats provisoires. Entre-temps, le parti CNL a déposé ses plaintes et attend le verdict qui sera rendu par la Cour constitutionnelle. Vicky Chris Nineletse nous fait le point. Les résultats provisoires présentés par la CENI le 25 mai ont suscité une polémique. L'opinion nationale et internationale s'est généralement montrée pas convaincue de ces résultats prononcés par la CENI. Ces résultats ont poussé le parti CNL d'Agathon Rwasa à saisir la Cour constitutionnelle pour fraude massive électorale et à demander à la Cour de ne pas valider ces résultats. Dans la récente conférence de presse, le président de la CENI, Dr Pierre Claver Kadzihise, a jeté le trouble dans l'opinion qu'il a déclaré que certains résultats publiés sur leur site n'avaient pas été contrôlés par la CENI et qu'il s'agissait d'un draft. Cette déclaration a continué à diviser l'opinion. Certains pensant que cela pourrait aboutir à la modification des résultats, d'autres estimant qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation des propos du président de la CENI et que ça n'allait avoir aucun impact sur les premiers résultats présentés. Dans cette cacophonie autour des résultats provisoires, la Cour constitutionnelle dispose d'au moins de 48 heures pour valider ou invalider les résultats présentés par la CENI. Si cette Cour valide les résultats provisoires, le parti CNL aura complètement perdu, du moins sur le plan national. Si la Cour se prononce contre les résultats de la CENI, elle aura ouvert à la prolongation des institutions en cours et le président Pierre Nkurunziza pourra rester au pouvoir jusqu'à d'autres élections dont on ignore quand et comment elles se dérouleront. Et toujours en rapport avec ces élections du 20 mai, les graves allégations d'abus commis ce jour de scrutin devraient conduire à l'ouverture d'enquêtes et les responsables devraient être amenés à rendre des comptes. C'est du moins le contenu du rapport de Human Rights Watch. Lewis Marge, directeur de Human Rights Watch en Afrique centrale, indique qu'ils ont les informations faisant état de meurtres, d'arrestations arbitraires, de passages à tabac et d'actes visant à intimider les électeurs lors de la campagne. Lesquelles informations ne devraient pas être ignorées. Comme on a documenté au Burundi depuis des années, il y a beaucoup de cas d'abus qui étaient commis par des membres des Imbonerakure. Ça veut dire les jeunes miliciens liés au parti de pouvoir. Jusque maintenant, à partir d'aujourd'hui, on est en train d'attendre le corps constitutionnel qui va valider les résultats. Mais pour nous, à Human Rights Watch, c'est clair que la répression, ça veut dire les arrestations arbitraires, les cas de meurtre, les actes visant à intimider les opposants. Tout cet abus peut pas être ignoré par le gouvernement actuel et par un nouveau gouvernement qui vont prendre le relais. Élu et comment avoir une suite après ces actes pour stopper ces actes. Pour eux, les partenaires et les acteurs régionaux
Il doit souligner que les élections sont l'expression de droits des électeurs et pas des individus au pouvoir. C'était Lewis Marge, le directeur de Human Rights Watch en Afrique centrale. Et de son côté, le Conseil national de la communication CNC se réjouit du travail effectué par la synergie des médias pendant la période électorale. Déclaration de Nestor Bangu-Mukunzi, président du CNC. Pour Nestor Bangu-Mukunzi, les journalistes ont tout fait pour que les Burundais et la communauté internationale soient au courant de tout le déroulement en temps réel. Nestor Bangu-Mukunzi, président du CNC. Le jour du scrutin, une nuit électorale a été organisée par la synergie des médias pour informer davantage le public sur l'événement. Le lendemain, ils ont poursuivi leur travail malgré la fatigue. Ils ont ainsi pu donner les premières tendances des résultats provisoires et partiels des élections du 20 mai. Cela faisant, ils ont été les témoins privilégiés du déroulement de l'opération de vote. Leurs prestations d'avant le vote ont permis de renforcer les acquis de l'indispensable éducation électorale, notamment le devoir d'éviter le discours de haine et des messages qui risquaient d'avoir un impact négatif sur la cohésion sociale. Bien plus, les votants ont été informés du calendrier électoral et des différents textes, notamment le code électoral, pour ne citer que cela. Le Conseil national de la communication saisit cette opportunité pour remercier les journalistes et les médias qui ont pris part à la synergie des médias. Une fois de plus, ils ont fait preuve de maturité professionnelle et ont prouvé leur sens élevé de responsabilité sociale. Le Conseil les exhorte à continuer dans le même sens, car le processus électoral n'est pas encore fini, sans oublier que la période post-électorale offre de la matière aux journalistes. Allez-nous l'autre qui aurait succombé sous la faillibilité humaine, le Conseil national de la communication recommande encore une fois plus de professionnalisme et de vigilance. Quoi qu'il en soit, le Conseil rappelle que la loi et les principes fondamentaux du journalisme sont leur seul guide. Et pourtant, lors de la proclamation des résultats par les commissions communales, certains journalistes se plaignaient qu'on leur donnait les chiffres à diffuser sans qu'ils aient été témoins lors de l'addition. Une courte pause avant de parler gouvernance. Les consommateurs des boissons Heineken demandent au gouvernement de suivre de près la distribution et la vente en gros de ces produits. Ces consommateurs s'insurgent contre la vente de ces boissons qui non seulement seraient piratées ou pouvant avoir dépassé la date d'expiration, mais qui se vendent également à un prix exorbitant. Le pensez avec Trésor Nyongabo. Le marché de distribution et de vente en gros des produits Heineken a été attribué à deux groupes d'investisseurs. Le premier est représenté par un commerçant du nom de Kazuhira. Quant au deuxième groupe, il est dirigé par deux commerçants de renom, à savoir Arthur Bazomora et Ruri Mirije. Selon nos sources, c'est ce deuxième groupe qui a le premier introduit des boissons Heineken piratées. Au départ, poursuivent nos sources, le groupe représenté par Kazuhira vendait à 74 000 francs burundais le carton de Heineken. À ce prix, cette boisson a eu beaucoup de succès et est devenue très prisée. C'est ainsi que ce groupe en profita pour revoir à la hausse les prix de cette boisson à la grande désolation des consommateurs. Avec la décision du gouvernement visant la fermeture des frontières, le carton est revenu à 95 000 francs burundais en moins d'une semaine. Par après, le groupe d'Arthur Bazomora et de Ruri Mirije se résolut à importer la version originale des boissons Heineken. Ce qui fait qu'aujourd'hui, deux sortes de boissons Heineken sont sur le marché au Burundi. La première catégorie importée par le groupe de Bazomora est composée de boissons dont les étiquettes sur les bouteilles comportent une date d'expiration ainsi que le numéro de série du produit. Quant à la deuxième catégorie, celle des produits importés par le groupe de Kazuhira, elle est constituée de boissons dont les étiquettes comportent uniquement la date d'expiration et sont dépourvues de numéro de série.
La plupart des consommateurs de ce produit Heineken doutent aujourd'hui sur la qualité et la provenance de ces produits, étant donné que leur distribution se fait d'une manière clandestine. Selon toujours notre source, ces commerçants privilégient les grands ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans la distribution de ces boissons, ce qui frustre les consommateurs de ces produits, qui demande au gouvernement de bien réguler ce secteur, en l'occurrence la commercialisation de ces boissons Heineken. Nous avons essayé de joindre Jean-Marie Nyokindi, ministre du Commerce, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Trésor Nyangabo. Et la commission Vérité et Réconciliation du Burundi a débuté les activités de déterrer les restes des victimes de la crise de 1988 en commune Malangara de la province Ngozi. À l'ouverture de ces activités qui se sont déroulées sur la colline Burenge, le vice-président de la CVR, Clément Ninziza, a demandé à la population locale d'aider dans ces activités en donnant des témoignages. Celui qui connaîtrait quelque chose sur le déroulement des faits, nous lui demandons de venir témoigner à la CVR et nous relater ce qui s'est passé. De telles fosses, il y en a beaucoup dans cette commune et dans cette province. Nous avons déjà enquêté sur plus de 300 fosses communes dans cette province. Dans cette commune, nous avons appris qu'il y a à peu près 60 fosses et 60 de ces fosses communes seraient sur cette colline. Cela explique qu'il y a des Burundais qui ont compris que les Burundais ne pourront jamais se réconcilier si la vérité n'est pas connue. Les blessures des Burundais sont en grande partie dues au fait qu'ils n'ont pas connu la vérité. La vérité aidera dans la guérison de ces blessures. La majorité d'entre vous étaient là à cette époque et s'ils se souviennent de ce qui s'est passé, c'est normal qu'ils soient traumatisés et qu'ils revivent ces événements comme si c'était passé hier. Nous vous demandons donc de venir témoigner pour que les enquêtes qu'on a commencées se déroulent bien. Clément Ninziza a été traduit en français par Josiane Mouzaneza. Et pour faire face à la problématique de manque de toilettes, les ménages vivant le long du lac Tanganyika se sont trouvés un coin où ils peuvent se soulager. Ces habitants ont d'ailleurs trouvé un nom à cet endroit qui se situe en fait derrière les roseaux se trouvant au bord du lac Tanganyika. Le point avec Émile Nibasumba. Kinyambio est un endroit caché se trouvant juste sur les rives. De tels endroits sont nombreux le long du lac Tanganyika. C'est un habitant de l'une des localités proches du lac Tanganyika qui nous parle des lieux d'aisance adoptés par la population le long du lac. C'est un habitant qui connaît la plupart des habitudes des riverains de la province Rumonge à la commune Nyanza-Lac de la province Makamba. Ces endroits sont pour la plupart des fois utilisés par des gens qui n'ont pas de latrine chez eux. Les pêcheurs surtout, comme c'est un endroit un peu caché, ils en profitent même pendant la journée. Aller ou même s'approcher de cet endroit est un exercice qui ne pourrait être fait que par les habitués. C'est un endroit qui dégage une odeur nauséabonde. C'est encore pire pendant la saison des pluies. On retrouve les excréments éparpillés ici et là. On pourrait même se demander comment une personne normale puisse oser s'y rendre. Selon la population, cette situation est connue par les administratifs, mais ils laissent faire les riverains du lac Tanganyika. La rédaction de la RPA a tenté de joindre l'administrateur communal de Nyanza-Lac sans y parvenir. La rédaction a également tenté de joindre le gouverneur de la province Rumonge, une province qui a 3 communes qui touchent sur le lac Tanganyika, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et hors de nos frontières pour clore ce magazine, une pénurie d'eau potable se fait remarquer dans le camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda depuis un certain temps. Malgré que cette situation hypothétique perdure, aucune solution n'a été trouvée. Les Burundais exilés dans le dit camp s'inquiètent pour leur santé et demandent au HCR d'intervenir dans les plus brefs délais. Innocent Valentin Singirangabo nous en dit plus. Le surpeuplement dans le camp de Nakivale en Ouganda est l'une des causes de la pénurie d'eau potable selon les réfugiés.
Ce réfugié burundais affirme que les responsables du camp sont au courant de cette situation. La problématique d'eau potable est ancienne. On avait essayé de multiplier les tanks d'eau, mais les réfugiés sont nombreux. Les premiers occupants du camp manquaient également d'eau potable. C'est une question qu'on discute dans toutes les rencontres avec les responsables du camp. Les conséquences de cette pénurie d'eau potable sont déjà remarquables. Les réfugiés décident d'utiliser les eaux marécageuses et la rivière Nakival. Quelqu'un peut passer 3 jours à la recherche d'eau sans y parvenir. La saleté est remarquable car certains réfugiés vont puiser l'eau dans les marais ou dans la rivière Nakival. Les gens lavent leurs habits avec cette eau sale contenant des vers. Ils prennent douche avec cette eau. Les Burundais exilés à Nakival s'inquiètent pour leur santé et demandent au HCR d'intervenir dans les plus brefs délais. Déjà, nous menons une vie indigente. Nous avons peur d'attraper les maladies des mains sales comme le choléra. Nous exhortons l'OHCR et ses partenaires à nous venir en aide et nous donner l'eau potable. Certains responsables du camp des réfugiés de Nakival qui ont gardé l'anonymat révèlent qu'il y aurait un projet d'installation des fontaines d'eau potable. L'eau proviendra des hautes montagnes selon ces sources qui indiquent ne pas savoir quand le projet sera mis en exécution. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à Fabrice Ndimulukundo pour sa bonne collaboration technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.